nous allons passer par plusieurs points. Donc, d'abord, un peu de théorie avec le cycle de pédalage, les différents points d'appui, le matériel, le rôle du matériel, leur utilité, les pièges de certains équipements. Ensuite, nous parlerons de la position, de l'attitude globale, puis on fera une petite démonstration afin de montrer un petit peu comment on pourrait se débrouiller soi-même pour placer quelqu'un. Donc, nous commençons. Sauf que on ne m'a pas dit où était caché le diaporama. Merci. Voilà. Donc, en ergonomie, on a possibilité, on dit toujours oui, il faut la bonne position. En réalité, il n'y a pas une bonne position, mais plusieurs. Ces positions vont être choisies en fonction du type de pratique. Si on est sur de la route, si on fait du tout chemin, si on fait de la montagne, nos objectifs, le plaisir, la compétition, le terrain, la route, si c'est tout plat, si on monte, si c'est vallonné, on ne va pas avoir la même position, pas forcément non plus le même matériel. Les points d'appui. Bon, les points d'appui, c'est les pieds sur les pédales, on est assis, on a les mains au cintre. Jusque-là, tout le monde avait compris, c'est simple. Quand on change de vélo, quand on est dans la même pratique, ces 3 points d'appui ne doivent jamais changer. Ils gardent les mêmes distances les uns par rapport à d'autres. On change de cadre, on change de selle, on change de potence, peu importe, on ne doit pas bouger. Alors ici, on a une représentation du cycle de pédalage. Donc, c'est la force appliquée sur les pédales. Bon, il n'y a pas de surprise. Tout ce qui est à droite représente donc la partie avant, donc au moment où on pousse sur la pédale, c'est où les vecteurs sont les plus importants. On voit que quand on est en bas, il y a une composante de traction, en haut une composante de poussée. La composante de poussée en haut, on l'obtient en baissant le talon. C'est important pour la suite par rapport à la hauteur de selle notamment. Alors, celle-ci, voilà. Celle-ci, bon, on la voit moins bien, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est le cycle de pédalage, avec les différents muscles, à quel moment, à quel angle de la pédale ils interviennent dans le cycle. Ce qu'il faut noter principalement, c'est que les muscles au niveau de la jambe, donc tout ce qui est mollet, triceps sural, servent surtout à stabiliser l'appui sur la pédale, donc pour éviter au talon de descendre et pour ne pas perdre de force. C'est quelque chose qui arrive avec la fatigue. Le talon descend, c'est inévitable. Ça fait partie aussi des choses à contrôler au moment du réglage de la hauteur de selle. Ensuite, en vert, on voit le droit antérieur. Donc, le droit antérieur est un muscle biarticulaire. Il intervient à la fois dans l'extension du genou et dans la flexion de hanche. C'est pourquoi sur le schéma, on retrouve à la fois à la fin de la traction et dans la poussée. Nous arrivons au matériel. Bon, ça, ce sont des pédales plates, tout le monde connaît. On peut l'utiliser avec n'importe quelle chaussure, c'est le gros avantage. Le pied, on le pose librement, donc il n'y a pas rarement de problème de genou avec ce type de pédale, puisqu'on pose le pied dans son angle et son amplitude naturelle. C'est plus sécuritaire en ville, en randonnée. S'il y a un obstacle, ça permet de mettre rapidement le pied à terre. Par contre, le défaut, quand on pédale, c'est difficile d'appliquer une traction dessus. Et à cadence rapide, les pieds ont tendance à se détacher des pédales et on perd les pédales, comme on dit. Les pédales à courroie, elles ont eu leurs heures de gloire. Elles sont aussi utilisables avec beaucoup de types de chaussures. L'orientation du pied est assez libre. On peut facilement appliquer une traction dessus. Le gros inconvénient, c'est la courroie. Si on veut vraiment bien fixer le pied, alors il faut lâcher le cintre, tirer la courroie. Pour les retirer, il faut refaire la même chose. Bien que dans mes jeunes années, je suis assez vieux pour avoir couru avec ça, j'avais trouvé pile le bon serrage qui me permettait de mettre mon pied comme avec des pédales automatiques. On appuie, on clipse, et de les défaire de la même manière en allant sur le côté. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Alors, on me fait signe qu'on n'entend pas bien. Donc, les pédales automatiques, différentes marques, différents modèles, elles ont toutes le même avantage. Le pied est fixé, on peut facilement tirer,
On peut décoller le vélo pour sauter un obstacle. Il y a une meilleure transmission de la force. Les inconvénients, c'est l'usure de la cale, c'est la précision du réglage. Donc, en fonction du type de cale qu'on va appliquer, on peut avoir un angle d'orientation de cale différent. Ce qui change aussi, c'est la hauteur sur axe. Cette hauteur sur axe va avoir une influence sur la hauteur de selle. C'est-à-dire qu'on peut voir ici en bas, les speedplay 4 trous, on a une hauteur sur axe de 8,5 mm. Avec des loupes KO classiques, on a 17,3. Ce qui nous fait une différence de 9 mm. Donc, juste avec ces pédales différentes, ça change la hauteur de selle. Ensuite, l'autre élément qui vient intervenir dans le matériel, ce sont les chaussures. Bon, si on a des baskets, on passe d'une basket à une chaussure de ville, l'épaisseur de la semelle est différente, ça joue aussi sur les angles. Et même dans les chaussures de cyclisme, on a des différences. Donc l'image du haut, ce sont deux chaussures de la même marque. On a l'impression que le talon n'est pas tout à fait pareil, et il l'est, mais ce n'est pas le talon virtuel ici qui vient poser problème. Donc le talon virtuel, c'est l'espace entre la table et le dessous du talon, comme des hauts talons. Par exemple, donc, ici, c'est l'épaisseur de la semelle qui marque la différence. Sur les chaussures qui sont en dessous, là, c'est vraiment une différence. Donc celles de droite, les RC7, ont un talon virtuel de 25 mm, celle de gauche, les Carnac, de 35. Il faut changer aussi la hauteur de selle. Les différences, ouais, c'est pas très important. La taille des chaussures, en théorie, c'est la longueur du pied plus 10 mm. C'est en théorie. Pourquoi? Parce que le pied ne se met pas forcément là où on l'attend dans la chaussure. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un espace à l'arrière du talon qui n'est pas occupé, qui est vide, avec un pied plus avancé. Donc à ce moment-là, on prend la pointure au-dessus. On se retrouve avec une chaussure qui dépasse la longueur du pied plus 10 mm. Ensuite, il y a des indications chez les fabricants ou sur l'étiquette, comme on peut le voir ici. Il y a une indication en centimètres de la longueur du pied pour laquelle est prévue la chaussure. On voit que c'est une petite pointure. Le pied large, une personne avec un pied large va avoir tendance à prendre la taille au-dessus pour récupérer son confort, donc avoir une chaussure plus large. Le problème, c'est que ça crée un vide à l'avant de la chaussure, et alors là aussi, il faut compenser le réglage de cale en l'éloignant. Alors, le réglage de la cale en lui-même, donc la position de la cale, quand on marche, donc c'est représenté en bleu sur le schéma, c'est l'arc métatarsien qui prend l'appui. Donc, il est en arc de cercle. On va venir poser le pied sur un axe de pédale qui, lui, est droit. Donc, si on se place, comme on peut le lire un peu partout, sur l'axe de la première articulation métatarso-phalangienne, on n'a que la partie intérieure du pied qui se met sous pression et qui produit la force, enfin, qui en appuie. L'idée, c'est de reculer un peu ce réglage, donc c'est ce qui est marqué plage de réglage en rouge, pour élargir cette surface d'appui. La pression étant égale à la surface fois la force, plus on va l'élargir, moins il y aura de pression sous la voûte plantaire, ce qui va permettre de libérer le paquet vasculo-nerveux, d'éviter l'échauffement sous des pieds, l'engourdissement des orteils par compression. Pour ceux qui utilisent des cales, pour l'orientation des cales, il y a une indication, c'est l'usure de la cale. Sur celle qu'on voit ici, entourée en rouge, on a une usure anormale. C'est-à-dire que cette usure est provoquée par le clips de la pédale qui n'est pas aligné. Donc la cale, on place le pied de travers et la pédale vient user la cale à cet endroit. Donc il faut réorienter la cale pour limiter cette contrainte. Ce type de trace peut poser parfois des problèmes. C'est des personnes qui peuvent avoir des petites inflammations au niveau du tendon du biceps rural, donc il y a un ischio qui vient se trouver, on ne voit pas bien, là, au niveau du genou. Ça, c'est quand on cherche à tirer un peu plus le pied vers l'extérieur. Donc, le matériel, le type de pédale, le type de chaussure vont influencer le réglage de la cale sous la chaussure et la hauteur de selle également. La longueur des manivelles.
Ça, c'est un vaste sujet aussi. C'est pour ceux qui recherchent un peu plus d'efficacité. Donc, on a ici deux tableaux qui datent des années 80. J'aime assez celui de spécialité TA, qui fonctionne assez bien. Maintenant, on sait aussi que des coureurs comme Merckx, par exemple, pour monter lors des étapes de montagne, utilisaient des manivelles de 177,5 contre 175 sur route. L'avantage qu'il a, pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'à l'époque, ils avaient des braquets nettement plus longs que maintenant. C'est-à-dire que les vitesses étaient avec des plus petits pignons, des plus gros plateaux, donc ils perdaient en cadence de pédalage. Le fait d'allonger la manivelle permettait d'augmenter le bras de levier et de pouvoir appliquer plus de couple tout en mettant la même force. Ensuite, comment choisir sa longueur de manivelle? Bon, on a ces tableaux, mais quand on est à la limite entre deux, qu'est-ce qui va faire pencher d'un côté ou de l'autre? Là, c'est le rapport entre la cuisse et la jambe. Une personne ayant plutôt une longue jambe, au pédalage, au niveau du point mort haut, donc quand on a pédalé en haut, le genou va monter aussi. Ce qui apporte plus de flexion dans la hanche. Donc, ce qui met plus de flexion dans la hanche, et du coup, limite ce passage du point mort haut. Donc, on a un rapport cuisse-jambe moyen de 1,11. Si on est avec un résultat une valeur supérieure à ça, donc on va plutôt partir, donc c'est qu'on a des longues cuisses, que le genou monte moins, donc on peut se permettre d'utiliser des longues manivelles plus longues. Si ce rapport est inférieur à cette valeur, c'est qu'on a une jambe plus longue, donc le genou monte, entrave le passage du point en haut, donc là on s'orientera vers la manivelle plus courte. Mais ce ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Il faut aussi tenir compte de ce qu'on cherche et de ses qualités. Sur cette courbe, on voit une représentation de champions cyclistes. On a en bas la longueur des manivelles utilisées, à gauche leur entrejambe. Que voit-on? On voit par exemple tout en bas Jean Robic, qui était un coureur de petite taille, qui utilisait des manivelles de 180. Ça ne l'empêchait pas de faire des résultats. Et on voit à hauteur de 90 cm pour des 172,5 Mario Cipollini, qui lui utilisait des manivelles plus courtes. Pourquoi? Parce que lui, c'était un sprinter. Il avait besoin de favoriser sa fréquence de pédalage. Donc, il utilisait des manivelles plus courtes. Alors, l'assise et les différents types de selles. La selle en cuir, elle est considérée comme celle qui offre le plus de confort. C'est-à-dire, c'est un cuir qui est suspendu. Donc, il prend la forme de l'assise, il s'adapte à la forme du cycliste qui s'assied dessus. On a une plus grande surface d'appui, donc moins de pression, moins de contraintes, tout est bien réparti. Le gros inconvénient, c'est l'entretien. Il faut les graisser, il faut éviter de les exposer trop longtemps à l'humidité. Ici, en haut, on a une selle neuve, en bas, on a une selle qui a un peu trop pris l'humidité. Elle est fortement déformée, la personne qui est dessus est même très proche du rail. Ça peut arriver en une seule journée sous la pluie. Donc, il faut les entretenir ou éviter la pluie. Pour pallier à ça, on est passé à la selle en cuir en synthétique. Avantage, peu d'entretien, elle se déforme peu, des faibles poids avec le carbone. Elles ont par contre en contrepartie des inconvénients, notamment les inconvénients de leurs avantages. Si elles se déforment peu, elle va peu épouser la forme du corps. On va les choisir en fonction de leur pratique. Donc si on a fait le mauvais choix, ça va frotter. On va avoir des inflammations par frottement, on va avoir des inflammations par compression. Par rapport à la pratique, une personne qui cherche une position plus aéro, c'est-à-dire plus penchée vers l'avant, va avoir le périnée qui a plus en impact avec la selle, ce que je vais vous montrer comme ça. Donc ici, on va avoir l'assise comme ceci. Si on bascule, le périnée vient en contact, le bassin bascule moins, ça devient douloureux. Donc à ce moment-là, on s'oriente vers des selles creuses, comme celle qui est en bas, qui favorise cet aspect-là. Donc pour les gens qui ont une gêne au niveau du périnée, passer sur les selles creuses. L'inconvénient de la selle creuse, la pression qui n'était pas sur le périnée, on l'a sur les ischions. Donc on peut avoir des frottements, des échauffements à ce niveau-là aussi. Donc les formes de selles, les selles bombées, comme celle-ci, fortement bombées, ça peut être gênant pour le périnée. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment les essayer pour ceux qui sont intéressés par celle-ci.
La selle est vidée, comme je l'ai dit. Avantage, ça libère le périnée, ça permet de mieux basculer. Par contre, on a plus de pression sur les ischions. La largeur de selle, donc les ischions viennent se poser comme ceci sur la selle. Si on est plus en avant, on a peut-être besoin d'une selle moins large. Si on est plus en avant, on a besoin d'une selle moins large. Si on est redressé, alors cherchez plus large, parce que les ischions ne sont pas parallèles. Quelqu'un de plus petit aura des ischions plus proches, quelqu'un de plus grand, plus éloigné. Donc là aussi, on adapte. Une bonne selle, c'est quoi? Il n'y a pas deux bonnes selles, c'est chacun sa selle. Et la bonne selle individuelle, c'est celle qui évite les frottements, diminue au maximum ou répartit au mieux les pressions entre le périnée et les ischions. Donc, la hauteur de selle, là, j'en expose quelques formules. On trouve, la plupart des formules sont basées sur l'entrejambe, donc du sol. On met une cale, un livre, peu importe, pour mesurer l'entrejambe. On va retrouver en 1967 Hamlet, qui fait une étude basée sur la consommation d'oxygène pour trouver la position, la hauteur de selle la plus rentable. Donc, il arrive à la conclusion que la hauteur entre le dessus de la selle et la pédale correspondait à 109% de l'entrejambe. Nordin-Snyder, c'est le même système d'étude, sauf qu'eux ont pris comme repère la hauteur entre le sol et le grand trochanter ici. Et ils arrivent à une valeur de l'ordre de 100%. Gesling, c'est différent, c'est la formule qu'on trouve partout sur Internet. La hauteur de selle est égale à 0,885 fois l'entrejambe. Comment ils ont trouvé cette formule? Ils ont mesuré le peloton professionnel. Ils ont fait le rapport entre leur entrejambe, la hauteur de selle qu'ils utilisaient, et ils sont arrivés à cette conclusion. En 88, Lehman a fait la même chose, trouve une autre valeur, mais ça reste assez proche. D'autres ont utilisé les angles. Holmes et Preut ont eu une autre approche. Eux, ils sont basés sur des cyclistes qui rencontraient des pathologies, donc des tendinites, des syndromes fémoro-patellaires et autres. Et systématiquement, tous ces cyclistes avaient un angle de genou. Donc, on va l'expliquer ça, que ce soit plus clair. Donc, l'angle du genou, c'était ici. Je plie, j'ai une droite là, avec là, je suis à 0. Là, 20, 30, etc. Donc, les cyclistes, ceux qui étaient en dessous de 20 degrés de flexion avaient des problèmes. Ceux qui étaient au-dessus de 30 degrés avaient des problèmes. Donc, ils en ont conclu qu'il fallait avoir cet angle de flexion entre 25 et 30 degrés pour éviter les blessures. Bon, l'aspect dynamique, ça, c'est en lien avec la démonstration qu'on va faire à la fin. C'est-à-dire que l'angle du genou doit se situer entre 147 et 155, celui de la cheville entre 137 et 142, mais ce qui compte, c'est le total de ces deux angles. Je le répète, quand on est en situation où on doit forcer un peu plus, mettre un peu plus de force, qu'on est en difficulté et qu'on fatigue, souvent le talon descend. Donc ce talon qui descend, le genou s'allonge. Donc il faut une valeur cohérente au niveau de la somme de ces deux angles. Ensuite, ce qu'il faut éviter, une selle trop basse. Donc une selle trop basse, ça entraîne quoi? Ça entraîne une attitude genou en flexion, bassin en flexion. Enfin, le genou est plus haut, donc la hanche est plus en flexion sur le bassin. Un des gros problèmes que l'on rencontre avec les selles trop hautes, c'est le syndrome fémoro-patellaire. Donc on le voit ici sur le schéma. Lorsque le genou est en flexion, la résultante des forces est plus importante et vient comprimer l'espace entre la rotule et la trochlée fémorale. Ici, on a une illustration de la situation. À gauche, on a une personne qui est bien posée. Donc, on a le bassin qui bascule. On a de la place entre le buste et la cuisse. Le talon est bien relevé pour passer le point moraux. À droite, on voit que le bassin ne bascule pas. Donc, entre le t-shirt et le cuissard, il y a une zone charnière, c'est à peu près L4, L5.
Et là, il peut y avoir des douleurs qui apparaissent, des lombalgies. On a aussi la cuisse qui est en contact avec le ventre. Ça peut gêner, surtout si on a pris un repas un peu trop important avant d'aller rouler. Ce talon qui est déjà bas empêche de passer le poids mort. Donc, c'est-à-dire que le poids mort, là, j'appuie en haut, mais par contre, si je baisse, mon vecteur force, au moment où je vais baisser mon talon, va s'orienter comme ceci, il va venir pousser sur ma pédale. C'est ce qui nous permet d'avoir une bonne cadence et de bien passer ce point mort. Si la selle est trop basse, on passe plus difficilement. Donc, les risques, les tendinites, tendons occipital, rotulien, le syndrome fémoro-patellaire, j'en ai parlé, les lombalgies, tout est déjà expliqué. Ici, les selles trop hautes, elles sont moins problématiques, notamment parce qu'on peut bien basculer le bassin, on ne se retrouve pas avec le tronc coincé comme ceci, ça reste toujours relativement ouvert, même si on se penche vers l'avant comme on pédale ici, il n'y a pas de problème, parce que si on est trop bas, on pédale là. Là où on peut avoir des problèmes, c'est au passage du point mort bas. Donc au passage du point mort bas, comme on peut le voir sur la photo, tout est tendu. Par contre, la pédale, elle n'est pas encore tout à fait à la verticale, donc on se retrouve à fournir un effort de traction alors qu'on devrait être encore en train de pousser. Mais pour passer ça, du coup, c'est l'autre jambe qui doit travailler plus. Et donc, ça génère une consommation d'énergie inutile. Ça ralentit la cadence de pédalage parce que ça crée un temps mort plus important. Sur le courbe qu'on voit à côté, c'est juste une démonstration de la consommation d'oxygène en fonction des angles de flexion du genou. Donc à 180 et à 140. Et donc on voit qu'à 180, la consommation d'oxygène est plus importante. Donc c'est que la selle est trop haute. Donc on a un moins bon rendement. Au niveau des risques, alors, du fait d'être dans cette position, on a moins d'appui sur le pied, on va avoir plus de pression sur la selle. Ça va être une première gêne. On peut avoir des compensations par inclinaison du bassin. C'est-à-dire que je suis trop haut, la pédale est trop loin, je vais commencer à dandiner pour compenser. On comprend bien à ce moment-là que des problèmes lombaires peuvent apparaître. J'ai eu un ami qui a eu le cas. On roulait ensemble en groupe. Finalement, il vient me voir, puis il me dit oui, dans les côtes, je coince, j'ai l'impression d'avoir difficile à respirer. Bon, écoute, prochaine côte, je mets derrière toi. On arrive, je me mets derrière lui. Et là, effectivement, je le vois, son talon qui commence à descendre. Je n'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est important. Le talon commence à descendre, mais comme il était déjà fort sur sa selle, il y avait son bassin qui partait comme ça. Donc lui, il se pliait d'un côté de l'autre, il se tordait vraiment. Il finissait finalement par se contracturer toute la musculature, à tel point qu'il n'arrivait plus à respirer. Donc pour dire jusqu'où ça peut aller. Alors ensuite, oui, je parle aussi des problèmes d'inflammation au niveau du tendon du triceps sural. Donc c'est le tendon d'Achille, puisqu'il est déjà en tension permanente. Quand on pousse, il doit caler, donc il est en train de travailler, ensuite on retire dessus. Il peut y avoir des petites enthésites et des inflammations du tendon. Le recul de selle. Donc le recul de selle, on peut lire un peu partout. Le fil à plomb devant la rotule qui passe par l'axe de la pédale, ok. Sauf qu'il faut regarder la position du talon. Ici, on a deux possibilités. Quand le talon est à hauteur du plateau de la pédale, à ce moment-là, on place le niveau en avant de la rotule. Si le talon est plus haut, il faut venir derrière. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à l'effort, ce talon va descendre, le genou va reculer et il ne sera plus à l'aplomb de la pédale. Donc ici, c'est un schéma qui reprend, donc c'est une simulation qui a été faite. Donc l'idée, c'est différents angles tubes de selle et on mesure l'énergie consommée. On s'aperçoit que le meilleur rendement, l'énergie là où on consomme le moins d'énergie, se trouve pour un angle tube de selle entre 68 et 78 degrés. Actuellement, la plupart des vélos ont un angle qui se situe entre 72 et 74, ce qui tombe bien. Les risques des positions extrêmes. Bon, si le recul de selle est trop important,
en général, ce qui se passe, on se retrouve les bras tendus. On doit basculer un peu plus le bassin, donc pousser un peu plus sur le périnée. On va se retrouver un moment où on va être dans... Pas bien, ouais. Donc, hop, là, ici, voilà. Donc, si je suis ici, j'appuie sur mon pied en arrière, je n'ai pas de force. Automatiquement, je viens me remettre à l'aplomb dessus pour remettre de la force dessus. Ici, je n'ai pas de force. J'ai un coefficient de glissement plus que d'appui sur ma pédale. Votre problème, c'est la stabilité du bassin. Comme on a plutôt une poussée horizontale, on a tendance à reculer. Et au final, on perd de la force, on perd de l'efficacité, on force sur son dos. Donc, les positions en arrière, ce n'est pas indiqué du tout. Trop en avant, ça ne va pas poser de problème si on remonte la selle, puisque je suis là, je ravance, je diminue ma distance entre mes doigts, c'est un arc de cercle normalement, donc si je suis en translation, la distance ne change pas. Donc il faut monter la selle, et alors là, on ne crée aucun problème. C'est d'ailleurs ce qui se passe en contre-la-montre ou chez les triathlètes. Comme ils prennent des positions plus avancées, ils remontent leur selle. L'idée, c'est ça, en fait. Donc si je le fais avec mon doigt, je suis posé comme ça, je veux avancer. Je change toute cette attitude. Automatiquement, la selle doit monter pour maintenir cette distance, puisque c'est en arc de cercle. Alors, l'inclinaison de la selle, c'est un élément qui est souvent négligé. Je l'ai quand même souvent constaté. Donc, au départ, on s'assied au niveau du creux de selle. C'est indiqué sur le schéma. On a la zone de contact du périnée et des ischions qui sont représentés. Qu'est-ce qui se passe si ma selle est comme ça? Là, on comprend tout de suite que mon périnée, il est en pression. Si elle est comme ça, on glisse. Donc, il y a un juste équilibre entre les deux. Et pour le trouver, si vous placez le niveau ici, donc ici, là, mon bec de selle est relevé. Par contre, si je viens mettre mon niveau là où je m'assieds, là où au niveau les ischions se mettent, proche du creux, à ce moment-là, si je mets le niveau, tac, là, je suis calé par l'arrière de la selle, je subis moins de pression au niveau du périnée et je ne glisse pas en avant. Alors, cette inclinaison, j'ai un bon exemple des problèmes. Bon, j'ai vu passer des personnes qui avaient fait des radios, des imageries, qui étaient passées chez le kiné, chez l'ostéopathe, parce qu'ils avaient des lombalgies. Et au final, c'était juste cette inclinaison de selle qui ne convenait pas. Pourquoi? Parce que si on a une pression sur le périnée, on va pédaler comme ça. Donc là, on est plutôt arrondi au niveau du dos. Il y a des tensions qui viennent se mettre, les muscles fatiguent, et après, ce sont les articulations qui prennent. J'ai eu une dame comme ça qui est venue pour des problèmes de dos sur son vélo. Elle avait son cintre, donc c'est un vélo de route. Son cintre était 5 cm au-dessus de la selle. Bon, elle a peut-être un petit problème mécanique. Je lui fais un test de souplesse, elle me met les mains à plat au sol. Je me dis non, il n'y a pas de problème de souplesse ni de mécanique, c'est autre chose. Quand je l'ai regardé sur son vélo, j'ai vu que son bassin ne basculait pas, que la colonne se pliait, ce qui n'était pas possible pour quelqu'un d'aussi souple. Donc, j'ai regardé un peu mieux, j'ai vu que son bec de selle était relevé. J'ai réhorizontalisé la selle, son cintre de 5 cm au-dessus, je l'ai mis 5 cm en dessous. Et là, une semaine après, elle m'a envoyé un mail. Donc, au départ, elle avait peur, évidemment. J'avais baissé de 10 cm. Et une semaine après, je reçois un mail où elle m'annonce qu'elle a plus mal au dos. Elle a l'impression que son cintre pourrait être plus bas, mais qu'elle le garde comme ça parce qu'elle se sent bien. Donc voilà le genre d'exemple. Ça tenait juste à cette inclinaison de selle. Les cintres, on trouve différentes formes. Donc il y a les cintres classiques, ils ne sont plus produits, on les trouve que sur des vélos anciens. Ils ont l'inconvénient que quand on relance, la partie du cintre vient taper ici souvent sur les avant-bras. Et comme ils sont assez hauts, on doit fort se baisser quand on met les mains en bas du cintre. Donc ça demande quand même une certaine souplesse. Ensuite, le cintre peu trop profond, lui, il a l'avantage, voilà, et c'est l'intermédiaire. Il a été créé pour éliminer ce problème de cintre qui tape dans les avant-bras. Maintenant est apparu le cintre compact. Le cintre compact offre plus de confort. Il est moins profond, le bas du cintre est plus haut, donc on est tout de suite plus à l'aise dessus.
il est aussi intéressant à la fois pour le récréatif et pour le sportif. Pour le récréatif, ça lui permet d'avoir une position plus confortable, même sans être très souple, d'encore pouvoir attraper le bas du cintre. Et pour le sportif, lui, qui cherche une position plus aérodynamique, il va pouvoir descendre plus bas ses cocottes et ça ne l'empêchera pas d'aller chercher le bas du cintre. On a vu, notamment sur le Tour de France, à une époque, des coureurs qui descendaient l'école, prenaient les virages avec les mains en cocotte. C'est totalement contre-productif, mais on pénètre bien plus vite dans le virage avec les mains en bas. Ensuite, il y a le cintre plat. Donc, le cintre plat, sur route, peut poser des problèmes. Comme on n'a qu'une seule position, on reste longtemps dans la même. Les longues lignes droites, des choses comme ça peut provoquer des engourdissements, souvent au niveau des 2 derniers doigts, par compression du canal de Guyon ici, donc du nerf cubital. Donc, voilà, c'est un cintre qui est très pratique en VTT. Comme ils sont fort larges, ça permet d'avoir plus d'amplitude, d'avoir plus de maniabilité au niveau de la direction. Sur route, bon, ça peut être bien en ville, ça permet d'être large, d'avoir aussi plus de précision s'il faut éviter des choses. Ça peut permettre d'être plus vite, plus facilement dressé, de voir autour de soi. Tant les obstacles, éventuellement en dehors de la ville, la nature et autres, il y a beaucoup de choses à faire en randonnée, en promenade. Pour les réglages et le choix du cintre. Bon, pour la largeur du cintre, c'est le diamètre biacromial, donc la distance entre les deux épaulettes, les deux os qu'on a ici. La profondeur et la hauteur, comme dit précédemment, c'est assez personnel en fonction de ce qu'on veut faire, de la souplesse. L'inclinaison du cintre, donc c'est le bas du cintre, donc c'est la partie qui est arquée ici. C'est ce qu'on va régler en premier. On peut mettre un niveau en dessous. Si on l'incline de trop, quand on va venir prendre avec sa main, ici, ça va glisser. On n'arrivera pas bien à aller chercher les freins. Je sais, j'aurais dû amener du matériel. On ne peut pas bien aller chercher les freins. Donc, il faut absolument le mettre proche de l'horizontale. Ensuite, on peut installer des cocottes, les placer de manière à bien tomber dessus, à choisir son angle. Une fois que tout est mis, on peut mettre la guidoline et partir rouler. Pour les cintres plats, pareil, on a le cas ici. On peut avoir des poignées un peu plus larges qui permettent d'augmenter la surface d'appui et de libérer un petit peu et d'éviter les engourdissements. Donc, la distance selle-cintre, c'est la distance que l'on voit ici entre le bec de selle et le milieu du cintre. Elle est dépendante de la hauteur du tronc, de la longueur des bras, de la bascule du bassin. Pourquoi de la bascule du bassin? Parce que, voilà. Pourquoi de la bascule du bassin? Parce que si je suis là, je ne suis pas très loin. Par contre, si je suis couché, je peux aller chercher plus loin. Toc, toc. Donc, tout se joue là. En fonction de la pression qu'on va avoir du périnée, sur le périnée, notre souplesse, ça va jouer aussi. Et la position qu'on cherche, ça va être confortable pour les longues distances ou plus sportif. Ensuite, on va avoir la hauteur, c'est le cintre. Donc, c'est la hauteur entre le dessus de la selle et le dessus du cintre à la verticale. Cette hauteur, c'est celle qui va définir tout ça, notre aérodynamisme. Est-ce qu'on se penche fort ou pas? Elle va être dépendante, même chose, longueur des membres, longueur du tronc, bascule du bassin. Plus on peut basculer, plus on peut aller chercher bas. Au niveau matériel, au niveau du cadre, donc ça va être pour la distance selle-cintre, ça va être déterminé à la fois par la longueur du cadre, par la potence, par la profondeur du cintre, mais aussi par le creux de selle. Donc le creux de selle, c'est ce qu'on voit ici, qui a une valeur de 160 au-dessus de la selle. C'est la distance entre le bec de selle et l'endroit le plus creux de la selle. Toutes les selles n'ont pas la même distance ici, donc vont faire varier ce chiffre de distance selle-cintre, même si on a la même assise. Pour la hauteur selle-cintre, à ce moment-là, c'est la hauteur de la douille de direction à l'avant qui va influencer. On va choisir un cadre plus ou moins haut. Ça va être le nombre de bagues que l'on met sous la potence et l'angle de la potence. Elle peut être avec un angle baissé ou un angle plus relevé. Si on la retourne, tac, tac, on monte le cintre. Au niveau du cadre, quand on choisit un cadre, les valeurs importantes, c'est l'angle du tube de selle, l'angle de la douille de direction
la longueur du cadre et la hauteur de la douille de direction. Donc, on va peut-être illustrer, être un peu plus clair, puisqu'on a un vélo, on va en profiter. Donc, la hauteur de la douille de direction, la longueur du cadre mais à l'horizontale, l'angle, ici, du tube de selle, et l'angle de la direction. Donc, l'angle du tube de selle, lui, il va définir le recul de selle, et la longueur du cadre, la façon dont on va se coucher dessus, alors que la douille de direction, c'est la façon dont on va se baisser dessus. Donc oui, on va avoir des personnes. Est-ce que je parle après de ça? J'ai oublié. Non. On va avoir des personnes qui vont se retrouver entre deux tailles. Donc, ben voilà, donc on a le choix entre deux tailles. Donc, il y aura des éléments qui vont nous faire pencher plus d'un côté que de l'autre. J'irai juste après. Ici, bon, les matériaux, en fonction de ce qu'on cherche, type de pratique. L'acier, le titane, l'aluminium, le carbone. Le carbone, c'est très bien pour faire de la compétition. C'est léger, c'est fort réactif. Quand on appuie dessus, ça part tout de suite. Mais pour rouler tranquillement, sans effort, on ne sentira pas la différence entre un carbone et un aluminium. Personnellement, si je cherche du confort, j'irai plus vers du titane glacier. Bien que les nouveaux carbones filtrent quand même assez bien la route aussi. Mais enfin, voilà. Après, c'est des choix personnels, des budgets, ce qu'on veut. Sachant que l'acier et le titane, en général, c'est plus orienté sur mesure. On peut trouver de très bons aluminiums aussi. Là, c'est en fonction du budget, des envies de chacun et de la pratique surtout. Donc ça, c'est juste parce que quand on parle de matériel, j'aime bien reprendre des vieux exemples. Ici, c'est chaque année, régulièrement, Paris-Nice, c'est pas tout à fait chaque année, il y a une ascension du col d'Èze en mode chrono, c'est-à-dire que c'est un contre-la-montre. Alors, quand on regarde les résultats des différents protagonistes, on voit par exemple en 72, Raymond Poulidor qui a fait un temps de 19,59. Avec ce temps, en 2013, il aurait été 5e. Donc, il avait un vélo en acier, des jantes pas profilées, du matériel lourd, des braquets trop longs, comparé à ce qu'on a maintenant. Rien d'aéro, un entraînement qui n'était pas aussi scientifique qu'actuellement. Et pourtant, il faisait des temps déjà assez proches. Donc, même à effort intense, mieux entraîner, le matériel, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il vaut mieux favoriser, être bien installé sur son vélo pour pouvoir rouler longtemps. Et rouler, il n'y a que ça qui fait progresser le matériel. C'est ce qu'on appelle les gains marginaux. Alors ici, je parlais précédemment des personnes qui étaient entre deux tailles de cadre. Bon, chez les fabricants, on vous propose un abac. Soit en fonction de votre taille, alors ça ne veut rien dire. Parce qu'entre deux personnes qui font tous les deux 1,77 m, il y en a un qui a des grandes jambes, l'autre qui a plutôt un long tronc. On va essayer de leur vendre le même cadre, seulement il ne leur faut pas le même. Ils ne pourront même pas s'échanger leur vélo, bien qu'ils aient la même taille. Donc, il faut plutôt s'orienter vers des abacs qui partent sur l'entrejambe. Ensuite, comme je disais, quand on hésite entre deux tailles, l'élément qui va nous faire passer de l'une à l'autre, c'est le rapport entre le tronc et l'entrejambe. Le rapport moyen est de 0,76, vous voyez, c'est marqué. Lorsque ce rapport est supérieur à 0,76, on part avec un cadre plus long, parce que c'est le tronc qui est plus long. Lorsqu'il est inférieur, là, par contre, ça devient problématique. Ça devient plus compliqué de trouver un vélo. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une selle qui devient fort haute par rapport au cintre, parce que la douille de direction, lui, le fabricant, ça ne va pas suivre. Elle ne va pas être plus haute. Donc, on va devoir mettre plein de bagues, il faut se retourner, et ce n'est même pas sûr qu'on soit encore bien mis. Pour ça, ils ont quand même réagi. Ils font maintenant ce qu'on appelle des cadres type endurance, qui sont plus courts, avec une de direction un peu plus haute. Ça peut apporter plus de confort aux personnes qui ont plutôt des grandes jambes par rapport au tronc, comme moi. Alors, l'attitude globale sur un vélo. Les membres inférieurs, comme je l'ai dit précédemment, tiennent compte de l'angle du genou et de la cheville. Ici, sur l'image, on voit un cycliste. Il a, on dirait, un angle de genou trop important, puisque j'avais écrit précédemment 155 maximum, mais son angle du talon est de 135. On voudrait au minimum
137. Pourquoi son talon est comme ça? Parce que là, il a plus de 350 watts qu'il est en train de caler et qu'il est obligé de forcer. Et qu'en forçant, il y a son mollet qui ne tient plus le talon et il descend. Si je m'étais uniquement basé là-dessus, je redescendais la selle, il était trop bas. Ensuite, il y a les inégalités de longueur de membre. Donc, en orthopédie, en physiothérapie, enfin, on considère généralement qu'au-delà de 15 mm d'inégalité de longueur de membre, il faut mettre une petite talonnette pour compenser et éviter les problèmes au niveau du dos, des cervicales et autres. En cyclisme, ça vient bien plus tôt. Déjà, à 10 mm, on a un problème. Pourquoi? Parce que quand on marche, on est un coup sur un pied, un coup sur l'autre. Par contre, en vélo, on est tout le temps assis et on va se retrouver avec d'un côté la selle qui est à la bonne hauteur et de l'autre pas. Alors, soit trop haute, soit trop basse, mais jamais la bonne. Pour pallier à ça, il existe des petites entretoises qu'on place entre la semelle de la chaussure et la cale. Tac, on met une entretoise entre les deux et ça vient compenser cette petite différence. On ne met jamais une compensation complète parce que la personne est habituée à cette différence. Donc, si on lui met une compensation complète, on va perturber toute sa biomécanique et il y aura des douleurs. Donc, généralement, on ne dépasse pas 50% de compensation. Donc, ici, on revient sur la même image. Je l'ai expliqué tout à l'heure. La position, on a une compression sur le périnée, notre pas. La souplesse au niveau de la chaîne postérieure. Donc, quand c'est entravé, c'est entravé. C'est elle qui va permettre de basculer ou pas. Le BMI, pourquoi le BMI? Parce qu'une personne qui a le ventre qui vient toucher la cuisse, il ne pourra pas bien basculer son bassin. Donc, cette personne-là, on devra lui remonter un petit peu le cintre pour libérer. Ensuite, à la marche ou sur le vélo, quand on est derrière quelqu'un, il y a toujours le bassin qui bouge un petit peu. Ça, c'est normal, c'est physiologique. Quand on marche, il se passe la même chose. À la marche, le bassin bouge un peu aussi, de l'ordre de 7 degrés. Il ne faut pas s'inquiéter, ça c'est normal. Quand on observe la colonne vertébrale, on observe sa régularité. Donc, je suis sur mon vélo. Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce que je suis arrondi? Est-ce qu'il y a une petite zone charnière? Est-ce qu'elle est creusée? Tout ça, c'est des choses à observer. Un dos arrondi, c'est une chaîne postérieure en tension qui va finir par être douloureuse. Ensuite, la syphose. Alors, la syphose, ça, c'est un truc intéressant. Parce que j'ai déjà vu jusque-là. Je me tiens droit, j'ai mes bras devant, je suis là. Par contre, si j'étais un peu syphosé, les bras ils vont là. Je ne vais pas changer mon angle d'épaule. Si je vais là, je vais contraindre, et ça sur le vélo, on risque d'avoir des douleurs au trapèze et au cervical, parce que les bras sont trop loin. Donc, les personnes qui ont une petite syphose doivent avoir un cintre plus proche qu'une personne à statut physique considérée comme normale. Donc, normalement, sur le vélo, on a des coudes relâchés. Pourquoi les coudes relâchés? Parce que le coude relâché, il amortit. Si on a les bras tendus, on prend tout dans la nuque et dans les épaules, et c'est les trapèzes et la nuque qui se contracturent et qui deviennent douloureux. Ici, on a une illustration des membres supérieurs. Donc, ça peut être une manière empirique de placer son cintre. C'est-à-dire qu'on met les mains sur les cocottes, pas tout à fait placées comme sur la photo, mais vraiment bien prendre la cocotte. On met l'avant-bras à l'horizontale. Et quand on observe l'angle de notre épaule, il doit être entre 90 degrés et 110, donc avec une plage comme ceci. S'il est ici, on génère une contrainte ici au niveau des muscles qui vont devoir supporter notre poids parce qu'on écrase complètement. Si on est là, là, la ferme, comme une ferme de toit, est trop ouverte, et alors les muscles qui sont là doivent tirer pour stabiliser. Ça fonctionne. Le tronc, les bras, c'est comme une ferme de toit. Si je suis là, j'ai trop de poids sur l'avant, là, j'en ai sur l'arrière, mais l'idéal, c'est entre les deux pour équilibrer. Alors, nous allons maintenant passer à une petite démonstration. Donc, on va utiliser un logiciel sous licence GPL, Kinovea. Les outils, on va dire un vélo, une équerre, un niveau, 1 mètre, ça suffit sans problème.
Donc, les caméras, bon, on conseille un minimum de 100 images par seconde. C'est pour avoir bien tout le maximum d'angles sur le cycle de pédalage. On peut le faire avec moi aussi, ça fonctionnera. Et il faut un home trainer pour placer le vélo dessus. Donc, lors de cette démonstration, s'il faut si c'est une conférence. Mais ouais, j'arrive. La position du bassin, la courbure de la colonne, épaule, cou, les angles des chevilles, des genoux, etc. Et vérifier le niveau de stabilité. Un élément important, si on compte régler le vélo sur l'home trainer, c'est de bien le placer à l'horizontale. Sinon, quand on va vouloir régler l'inclinaison de selle, ben, ce ne sera pas la bonne. Elle sera soit trop relevée, soit trop inclinée. Donc, on peut venir placer un niveau. Donc, on est bien à l'horizontale. On vient lire le chiffre. Donc, ça, c'est quand le vélo est pas sur l'home trainer. Et quand on le met sur l'home trainer, on reporte la même, on contrôle qu'il y a la même valeur. Si ce n'est pas la même valeur, ben, on met des cales à l'avant ou à l'arrière pour l'horizontaliser. Eh ben, on va y passer. Un cobaye. On a perdu le cycliste. Il remet ses chaussures à clips. Ah, c'est ça. Non, il n'y a pas. Essayer de parler. Oui. Non, c'est pas l'analyse après, mais c'est pas grave. Je ferai, non, mais c'est pas grave, j'ai nos vidéos. Je ferai l'explication sur nos vidéos. Dites-moi où je me mets. Alors, ben, notre cycliste, il va sur le vélo. Là. On va commencer à pédaler. Non, manifestement, on a plusieurs problèmes déjà. Ouais. Donc la caméra doit être bien sur le profil. Je vais déplacer un petit peu. Normalement, elle devrait vraiment être sur le profil et on doit avoir tout le cycliste. Bon, là, on ne va pas comme ça, mais c'est pas grave, je mettrai une image qui fonctionne. Donc ici, on va le faire un peu pédaler. Que voit-on? Donc on est sur un vélo de ville. Donc il a des petits fort relevés. Hop, ici en bas. Un manivelle ici en bas. On vient la mettre là. Là, on voit quoi? On s'aperçoit qu'en fait, sa selle est sûrement un petit peu trop basse. Ça va se vérifier quand on va monter ici. On a un talon qui monte peu, bon, on est sur des pédales plates. Le pied, comme on voit, il est fort engagé. Mais on a quand même beaucoup de flexion ici. Si vous voulez basculer son bassin, il va être difficile. Ensuite, si je viens rester à l'horizontale comme ceci, donc on peut contrôler le recul de selle avec un niveau laser, avec un niveau normal, avec un fil à plomb. Ici, on va utiliser un niveau classique. On vient sur l'axe de la pédale. Hop, et là, c'est la catastrophe, mais beaucoup trop en avant. Mais, encore une fois, la selle est un peu basse. C'est un vélo de ville, donc qui est pour une autre pratique. Ce n'est pas forcément pour ça qu'il aura des problèmes, parce que ce n'est pas fait pour rouler pendant 100 km. Ensuite, donc, on observe un peu tout, on fait une capture, on analyse. Ici, ce qu'on peut voir, je pense qu'on ne voit pas les épaules à l'écran, mais il y a quand même justement un petit arrondi sur le haut du dos. Un petit arrondi, donc ça, on a plutôt intérêt à avoir un sein plus proche. Ok. Donc, pour un vélo de ville, là, il faut redresser comme il est là. Il y a tellement d'appui sur les fessiers, je ne suis pas sûr que ça dure longtemps. Là, il ne doit pas être très confortable. Non. Par contre, si on met là, voilà, si on est plutôt là,
Ça libère un peu. L'air de rien. C'est pour ça que j'aime pas trop les longues distances en vélo de ville. Ok, maintenant, je vais montrer un petit peu le genre d'analyse qu'on peut faire. Donc, il est un peu loin de moi, le micro, mais j'essaie de parler fort. Donc, mon écran est déjà partagé. Non, il faut que Non, c'est pas pratique. Il faut que tu sais le mettre. Là, oui. Non, mais je peux la réactiver la vidéo, c'est ça. Voilà. Donc là, on me voit moi. Je vais partager. Je suis du C'est pour moi qui dois. Non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Voilà. Tu dois épingler, monsieur. Et là, pourquoi Supprime l'épingle. Ah, dans les participants. Ouais, vas-y. Non. Non, pour afficher tous les personnages. Et comme tu as fait ton tour pour mettre l'épinglement, voilà, l'affichage standard, voilà, comme âgé. Voilà, dans votre écran. On va voir. Non, mais je vais couper le partage d'écran et le relancer. Voir. Est-ce que ça, c'est bien? Bien là. Non, c'est bien, ça va aller. Voilà. Okay. Voilà, ok. On va rester sur le vôtre. Alors, je vais mettre ici. On est là. On va briser légèrement la tête. Le visage pour pas forcément identifier la personne. Tac. Fait. On va jouer persistance. Tac. Tac. Voilà. Bon, donc ici, bon, c'est pas pour un pédalage un peu particulier, mais ça c'était un autre problème. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on se place là, et c'est là qu'on va chercher les angles par contre. Voilà. Donc, quand on place notre curseur ici, on peut aller mesurer les angles. Tac. Si je veux bien se mettre correctement. Donc, je prends comme repère le grand trochanter, donc c'est au niveau de la cuisse. Au niveau du genou, je prends la tête du péroné et au niveau de la cheville, on prend la malléole. Donc la malléole ici, la tête de péroné ici, le grand trochanter ici. Donc ici, on a un angle de 155. Bon, ça compte très bien, c'est ce qu'on visait. Ça, a priori, ça ne s'annonce pas trop mal. Et au niveau, ici, on vient sur l'axe de la pédale. Là, on vient ici sur la tête du péroné. Donc ça, on replace à la malléole. Et je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas choisi. Si je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas choisi, mais on se retrouve avec un angle qui est dans les valeurs que l'on recherche. Donc ça, c'est une selle qui est bien mise. Si tu as des problèmes, il faut les chercher ailleurs. Ce qu'on peut remarquer, bon, au niveau de la courbure du dos, c'est assez régulier, il n'y a pas de problème, le bassin bascule. Par contre, on a des bras tendus avec des mains qui ne sont pas franchement en cocotte. Ça nous indique un sein qui est certainement un petit peu loin, peut-être même bon, un petit peu trop bas. Non, ça, je ne pense pas, parce que ça bascule. Donc, sûrement le cintre un petit peu trop loin. Lui rapprocher le cintre, ça lui permettrait de plier les coudes, donc de récupérer l'amorti dans les coudes et d'avoir accès facilement aux manettes, donc aux commandes, au sélecteur de vitesse, aux freins. Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite démonstration rapide. Bon, on a fait avec les moyens du bord. Ça aurait été mieux, plus facile en présentiel. Mais... voilà, mais pour la suite,
Bon, pour terminer, on a les questions. Il y en a. C'est possible d'en mettre le diaporama? Essayer de mettre le partage Donc, je dois. Non, ça c'est pour de. Donc, je vais couper les mots. Donc, moi, je partage. Oui, il faut partager ici. Enfin, maintenant, on répond aux questions, en fait. Si, aussi, c'est juste pour la librairie. Voilà. On va vous laisser mettre 1 minute ou 2 pour mettre vos questions en dessous dans la discussion et on y répond d'ici 1 minute ou 2. Non, c'est bon. Ouais, je fais la bibliographie, mais je peux la mettre directement. Bon, bah, je vais continuer à parler parce que j'aime bien. Alors ici, bon, c'est une petite bibliographie. Donc voilà, il y a quelques livres qui ont notamment servi de référence. Le livre de Hinault et Guesseling, qui parle du cyclisme en général, pas seulement de la position. Ils abordent les aspects techniques, mécaniques, au niveau de l'entraînement, nutrition, un peu aussi, mais c'est un peu poussiéreux maintenant. Burke, c'est plus très orienté entraînement, c'est le même genre d'article. Grapp, par contre, là, on rentre dans la science pure. Pour le cyclisme, ça aborde vraiment tout. Ça va aborder la nutrition, l'entraînement, la position, l'aérodynamique. Enfin, en gros, dans son ensemble, mais très, très orienté compétition. Bini et Carpez, alors eux, c'est la biomécanique pure avec analyse EMG, des choses comme ça. Donc, si on a que ça intéresse, qui veulent aller plus loin, ils peuvent. Et puis, la bibliographie traditionnelle en sciences, les sources que j'ai utilisées pour rédiger donc cette présentation. On va passer aux questions. Au niveau des questions, donc. Alors, je vais peut-être les lire et puis je vous laisse y répondre, si ça va pour vous. Oui. J'ai tout. Donc, alors, Jean-Pierre demande comment positionner des cales sur des nouvelles chaussures, donc sans empreinte de cale précédente. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai que j'aurais pu le mettre. Mon fils m'avait demandé de prendre une paire de chaussures. Il m'a dit, j'hésitais à prendre une paire de chaussures avec moi, puis il m'a dit, mais non, vas-y, tu la prends, on ne sait jamais. Et je ne l'ai pas prise. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça, c'est la chaussure. On va grise, on verra mieux. On va dire que sur la chaussure, effectivement, il y a une cale de posée. Voilà. Ça, c'est notre ancienne cale. C'est une personne avec des pieds carrés. Ce qu'on va faire, on va d'abord tracer l'axe sur la cale. Je ne sais pas de quel type de cale on parle, mais elles ont toutes un repère. Donc, ici, on voit un petit trait sur la cale. Il matérialise l'axe de la pédale, donc aussi l'axe de la cale. Donc, je vais d'abord tracer des deux côtés. Voilà. J'ai fait juste un petit trait. Ensuite, avec... Normalement, j'ai un réglé, mais je vais le faire avec l'équerre. Ensuite, on vient tracer ce trait pour avoir l'axe. On a cet axe, c'est notre première paire. Je vais tracer, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais. De toute façon, je vais retirer la petite pièce au milieu. Donc, ce qu'on va faire, on mesure la distance avec un pied à coulisse, la distance entre le bout de la chaussure et la cale. Là, on a la valeur, on a notre engagement de la cale, il est acquis. Ensuite, il y a une astuce très simple pour l'orientation. Comme on a un petit cran de chaque côté, sur la cale, on peut venir tracer sur la chaussure un repère de chaque côté. Donc, évidemment, on ne verra pas que j'ai tracé, mais ce n'est pas grave, j'ai tracé un repère de chaque côté. Que se passe-t-il si ma cale est mal... Donc, une fois que j'avais l'engagement, si ma cale est mal orientée, j'aurai un repère, les repères latéraux de la cale, j'en aurai un au-dessus, un en dessous. Si je viens les replacer exactement sur les traits que j'ai tracés, j'aurai récupéré mon orientation. Et donc, à partir de là, j'ai changé ma cale.
J'ai contrôlé mon recul, j'ai contrôlé que j'avais les mêmes repères de chaque côté. Normalement, elle est placée pareil. Bon, si ça n'a pas été clair, je peux expliquer d'autres manières. Pourrait-on recevoir la présentation? Alors, je ne sais pas si elle était superbe, j'ai fait ce que j'ai pu, mais merci pour le compliment. Mais oui, donc tout est enregistré et nous vous enverrons les vidéos en temps voulu. Ah, je peux l'avoir aussi? Il est bon, lui. Les pédales mixtes. Alors, les pédales mixtes, ben, en fait, j'en ai sur mon VTT. Donc, j'en pense, ça peut être très pratique. Ça peut, ben, pour celui qui a un vélo qui lui sert à plusieurs choses, donc qui veut utiliser pour se promener. En fait, pourquoi j'en ai sur mon VTT? Simplement parce que j'utilise à la fois pour rouler en VTT et pour aller promener avec les enfants. Donc, pour aller promener avec les enfants, je prends des chaussures normales, des baskets, donc j'utilise le côté plat. Et l'autre côté, je l'utilise pour rouler avec des pales. Donc, ça permet de changer de type de chaussures, toujours en ayant en tête que quand on change de chaussures, Ouais, c'est pas non plus exceptionnel. Tu veux mon doigt? donc, Ouais. non, je n'ai pas d'a priori sur les pédales en général. C'est juste qu'il faut garder à l'esprit leur utilisation et les adaptations Ah en fonction. Oh oui, non. J'ai eu quelqu'un qui, lui, voulait aller au Cap Nord. Donc, il avait un vélo de trekking avec le sein de papillon et il roulait en basket. Il voulait aller au Cap Nord comme ça. Je lui dis, ben ouais, c'est faisable, on va régler ton vélo. Donc, je règle son vélo. Je lui dis, mais ce serait quand même mieux avec au moins des pédales type VTT. Ils font des chaussures route qui permettent de marcher avec, des chaussures plus style chaussures de randonnée ou des choses comme ça, où on peut mettre la cale en dessous et ça permet de se déplacer. En plus, ça allège. On n'a pas besoin de prendre 15 paires de chaussures pour aller rouler, enfin deux. Avec une seule, il y a assez. Il n'a pas osé franchir le pas. Il est allé au Cap Nord comme ça. Il est revenu et il s'est acheté un vélo. Il s'est acheté des pédales SPD. Est-ce qu'il a pris double face? Non, je pense qu'il a pris les double faces avec des chaussures qui permettaient de marcher avec. Et maintenant, il fait du backpacking. Il fait des sorties genre 2000 km sur 4-5 jours. Donc, l'idée, il est allé au Cap Nord, ce qui est quand même assez loin d'ici, en basket, avec des chaussures plates. Donc, on peut faire plein de choses. C'est juste qu'il faut savoir ce qu'on veut, c'est tout. Lui, il me l'a dit lui-même qu'il aurait sans doute un meilleur rendement que des pédales automatiques. Quand il les a essayés, il a compris pourquoi je lui conseillais ça. Et d'ailleurs, maintenant, il ne roule plus qu'avec ça. Alors, on a Gortz qui demande, et concernant les selles avec du gel? Alors, les selles avec du gel. Là, on est plus sur des selles type confort, comme on a ici sur ce vélo-ci. Donc, en fait, ce sont des selles au départ qui sont faites justement pour qu'on s'enfonce dedans, pour élargir la surface d'appui. Donc, un vélo de ville, on est fort vertical. Thomas l'a senti tout à l'heure. On a tout le poids du corps dessus, d'où l'intérêt de s'enfoncer, d'élargir cet appui. Est-ce que ça va vraiment apporter un plus? Ça dépend. Si on fait de la route et qu'on a adopté une position un peu plus couchée, le gel, à un moment, risque d'être gênant. Il peut comprimer le périnée. On cherche plutôt à libérer. J'ai actuellement une selle Italia Boost qui est creusée au milieu. Et au niveau des éditions, ils ont mis du gel. Honnêtement, par rapport à celle-ci qui était très raide, la différence, elle n'est pas vraiment flagrante pour moi. Après, là, j'avais le périnée en compression, sur l'autre, je ne l'ai pas. Donc, ça va, si on a des problèmes d'assises, ce n'est pas forcément ça qui va solutionner nos problèmes. Parce que ce sera plus une histoire de frottement et de pression. Mais oui, pour le confort, oui, sur des vélos de ville. Sur des vélos de route, en général, on va éviter les selles molles dans lesquelles on s'enfonce. On préfère des selles dures parce qu'on utilise des cuissards avec une peau et c'est elle, normalement, qui va offrir le confort qu'on n'a pas sur la selle. Notamment, les selles carbone sont dures, bien qu'il y ait parfois une petite souplesse, mais elles sont assez dures. Elles ne sont pas rigides, mais on ne s'enfonce pas dedans. C'est ça que je veux dire. Elles plient un peu, mais on ne s'enfonce pas. Donc avec celle-ci, c'est la peau qui fait le confort et honnêtement, on peut rouler des kilomètres avec ça sans avoir mal. Donc ce n'est pas forcément parce que la selle a du gel qu'on va réellement être mieux avec. Alors, on a Stéphane Legrand qui nous demande, pour une personne ayant des problèmes pour plier un genou, peut-on imaginer 2 longueurs de manivelle différentes? Alors ça, oui, tout à fait. Même pour des inégalités de longueur. Donc j'ai eu plusieurs situations. Une inégalité de longueur, elle était de l'ordre de 3 cm, où là, il a fallu mettre une manivelle plus courte du côté
enfin, ouais, une manivelle, oui, c'était plus courte du côté long pour équilibrer l'appui. J'ai eu quelqu'un qui avait fait une chute, qui avait heurté une voiture, qui avait une prothèse de genou, qui ne lui offrait pas une extension complète du genou. Il avait le genou en flexion. Et lui, ben, il a adopté une manivelle beaucoup plus courte. Comme la longueur qu'il lui fallait n'était pas fabriquée, ben, on a scié une manivelle et puis on l'a adaptée de manière à ce qu'il ait la longueur adéquate en fonction de l'amplitude articulaire de son genou. Donc lui, c'est faisable. Alors, JMC Coach Manet nous demande quel type de cale pour la première sortie avec des novices, j'imagine. Novices. Alors, les premières sorties avec des cales, quand on n'en a jamais eu, il faut presque les faire tout seul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de clipser. Donc, la première fois, on va vouloir mettre le pied, on ne va pas y arriver tout de suite. On va pas y arriver tout de suite. S'il y a des gars derrière, ils vont devoir freiner, ça va ralentir, ça va se toucher, ça peut provoquer des chutes. Déchausser, en général, on attrape, c'est juste un geste latéral si on l'attrape assez vite. C'est vraiment chausser qui est une habitude à prendre. Avec le temps, ça vient tout seul, on pose le pied, ça se met, on est parti. Bien qu'une fois, j'avais un caillou coincé dans ma cale, je me suis retrouvé sur un feu rouge avec tout le trafic qui s'est lancé à Namur, n'a pas réussi à clipser. Je ne faisais pas le malin avec les voitures qui me frôlaient. Mais donc, honnêtement, dans le choix des types de pédales, donc je suppose que c'est de ça qu'on parle, on parle de marque. J'ai pas, celles qui offrent la plus grande surface d'appui, ce sont les Shimano. Donc voilà, moi je roule en look, mais c'est une habitude parce que j'avais commencé avec des Delta il y a plus de 25 ans. Et donc je suis resté chez eux, mais honnêtement, voilà, il n'y a pas de réelle préférence à ce niveau. Alors, on a Gors qui nous demande, et lorsqu'une personne a un écrasement de vertèbres dans le bas du dos? Alors, s'il y a un tassement lombaire, il faut éviter de le charger. Donc, pour éviter de charger le tassement lombaire, on évite les positions trop dressées parce que tout le poids du corps est dessus. Donc, le corps, on roule, on prend des chocs, tout tape. On va plutôt chercher une position un peu plus penchée. Mais alors, si on est penché, comme décrit précédemment, il faut qu'il y ait la bascule du bassin. Là, on est en décharge. Il y a alors moins de pression dessus que si on est vertical. C'est-à-dire, souvent, on a plus mal au dos debout que allongé. Et ensuite, il faut qu'il y ait la bascule parce que si on est comme ça, on met tout en ouverture. S'il y a déjà des pathologies lombaires, on risque de les majorer. Donc, on va chercher effectivement une position couchée. Bon, les vieux appelaient ça la position en drapeau, donc vraiment à plat, les bras devant. On va éviter de trop mettre de charge ou de trop ouvrir l'articulation lombaire. Alors, Étienne Evrard demande, pourra-t-on avoir une copie des slides? Donc ça, c'est moi qui vais répondre. Et oui, bien sûr, donc comme les vidéos, on vous fera parvenir toutes les infos en temps voulu. Olivier nous dit très intéressant, merci. Merci, aussi. Et Étienne demande des conseils pour choisir la taille du cadre. Alors, la taille du cadre. Bon, j'y ai fait référence, mais je n'ai pas de problème pour en reparler. Donc, la taille du cadre, elle va être définie par rapport à l'entrejambe. Donc, voilà. Mais aussi, donc, comme je l'ai dit, la hauteur du tronc des bras. Si ce qu'on me demande, c'est une formule toute faite, ça, je vais dire qu'il n'y a pas de formule toute faite. En tout cas, on part plutôt sur des rapports tronc-entre-jambes que sur une formule toute faite. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué, on n'a pas tous la même courbure, on n'a pas tous la même longueur de bras. Donc, venir et dire, voilà, ça c'est bon, non. Le meilleur moyen, c'est de s'asseoir dessus. Mais généralement, la taille de cadre par rapport à l'entrejambe, ça ne fonctionne pas trop mal. Maintenant, prendre le rapport entre jambes-tronc, comme je l'ai décrit, ça permet de choisir entre le cadre long et le cadre court, tout en ayant à l'idée cette hauteur de tube de direction. Maintenant, moi, quand je dois choisir un cadre, si la position est déjà définie, je fais carrément une simulation. Donc, je reprends les 3 points d'appui, la pédale, la selle, le cintre. Je prends un logiciel de CAO spécialisé dans le cycle. Je reprends la géométrie que donne le constructeur. Je redessine le cadre. Je place les réglages de la personne. Je vois si ma selle est hors du réglage, si elle est bien dessus. Et si mon cintre n'est pas trop bas, trop haut, à ce moment-là, je fais carrément une simulation pour visualiser. Après, la plupart des marchands de cycle font bien leur travail aussi. C'est vrai que ça, c'est aussi. Après, j'en ai vu qui donnaient un peu ce qu'ils avaient en stock ou passaient parfois à côté d'un élément particulier à une personne.
Mais oui, le choix du cadre, c'est toujours un peu compliqué, effectivement, surtout quand on ne connaît pas sa position au départ. J'espère avoir répondu à la question, ne pas avoir été trop vague. Bon, je pense que c'est bon, on n'a plus de questions, donc merci. Merci à toi Thomas tout d'abord, et merci à vous tous de nous avoir encore suivis cette fois-ci. C'était le dernier module de formation Je pédale pour ma forme. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ces 4 jeudis soirs. Nous, en tout cas, on a passé un très très bon moment, et on se réjouit de vous revoir sur un vélo bientôt, je l'espère. Merci à vous. Eh bien, comme écrit, merci de votre attention, merci de votre participation. J'espère avoir répondu à bon nombre de vos questions, et voilà. Merci. Une bonne soirée à tous.